Donc, bonjour. En effet, je vais vous parler d'un couvent qui était situé à 2 pas d'ici, à l'avenue Clémenceau. Et comme l'a dit Henri tout à l'heure, il y a 80 ans, le 20 mai 1943 exactement, la Gestapo descendait au couvent du Très-Saint-Sauveur. Heureusement, les fillettes juives qui étaient cachées ont été sauvées par la résistance, et c'est cet épisode-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est un événement qui est connu, qui est reconnu, qui a été commémoré à plusieurs reprises, notamment il y a 20 ans, en 2003, lorsqu'on a apposé une plaque sur la façade de l'immeuble où se trouvait ce couvent. C'est un événement dont on parle aussi beaucoup dans la littérature sur la Shoah en Belgique, sur le rôle de l'AJB, sur le rôle de l'Église, sur la résistance juive en particulier, évidemment aussi dans tous les ouvrages sur les enfants cachés. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Peut-être parce que les historiens ont disposé d'emblée d'une source qui était assez unique, c'est-à-dire le récit fait par la mère supérieure du couvent dès le fin juillet 1945, dans lequel elle donne son histoire de ce sauvetage. C'est un document dense et très bien fourni, comme vous le voyez, de 7 pages, dans lequel elle détaille vraiment le déroulement des événements. Par après, 2 des sauveteurs qui ont participé à ce sauvetage, Paul Alter et Bernard Fennerberg, ont souvent été interviewés sur cette question. Ils ont également publié leur mémoire. Celle de Bernard Fennerberg est d'ailleurs consacrée pour une bonne part au sauvetage. Donc moi, mon approche a été d'aller au-delà, parce que finalement, ce récit, on le connaît essentiellement à travers le récit de la mère supérieure et des 2 résistants. Moi, j'essaie d'avoir une autre approche qui est centrée sur le vécu des fillettes juives qui étaient dans le couvent. J'essaie aussi de voir quelles étaient les autres personnes impliquées dans ce sauvetage et essayer d'en savoir plus sur le couvent en lui-même, au-delà de l'épisode du sauvetage. Alors 2 mots d'abord sur le couvent. Donc au septembre de l'avenue Clémenceau, il y a ce bâtiment qui a été construit en 1963. Le couvent de l'époque a été détruit. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de traces de photos ou d'iconographie quelconque sur le couvent d'origine. Donc, il appartenait à la congrégation du Très-Saint-Sauveur, qui est un ordre qui a été fondé au milieu du XIXe siècle en Alsace. Donc, c'était des religieuses qui s'occupaient uniquement de soins aux personnes démunies, défavorisées, des soins à domicile ou dans les hôpitaux. Une congrégation s'installe ici à Kuregem en 1881. Avenue Clémenceau, qui était la rue d'Allemagne à l'époque. Mais elles n'étaient pas au 70, elles étaient au 45. Ils ont déménagé par après au 70. Pour la petite histoire, ce sont aussi les sœurs du Très-Saint-Sauveur qui dirigeaient la clinique Sainte-Anne qui se trouvait place de la Vaillance, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ce couvent est avenue Clémenceau. La communauté possédait un autre immeuble à la même hauteur dans la rue parallèle, qui est la rue Sergent de Breugne. Et les 2 immeubles étaient reliés entre eux par une cour. Donc on voit, là c'est l'immeuble d'époque, on voit l'arrière du couvent, de l'immeuble de la rue Sergent de Breugne. Donc il y avait une cour entre les 2, et dans cette cour, il y avait une chapelle, une petite chapelle. On voit la photo des sœurs devant leur chapelle. À la veille de la Seconde Guerre, il y avait 12 religieuses dans ce couvent, pour moitié françaises, moitié belges. Et le couvent était dirigé depuis 1930 par sœur Marie-Aurélie, qui était la mère supérieure. Elle était supérieure d'un couvent à Paris, dans le 20e arrondissement précédemment. Donc c'est un couvent qui se trouve à Kuregem, donc au cœur d'une communauté juive importante, et qui a été un témoin de première ligne de la persécution qui a touché les familles que ces religieuses côtoyaient au quotidien. D'ailleurs, Ida Sternoud, donc l'assistante sociale du CDJ dont on a déjà abondamment parlé, dit que quand les rafles ont commencé, des parents juifs vinrent porter leurs enfants littéralement dans les bras de la supérieure du couvent, car Marie-Aurélie était très connue dans le quartier.
En effet, Marie-Aurélie écrit elle-même dans sa chronique du couvent, « Des familles, des voisines vinrent nous demander en grâce de cacher leurs enfants. Ce fut une procession de mamans venant demander une place pour leurs petites. 4 petites sœurs arrivèrent les premières le 1er septembre. » Donc elle parle des 4 sœurs qui habitaient juste derrière le coin, rue de la Clinique, Fanny, Rosette, Janine et Lilia. D'autres viennent de la rue Sergent de Breugne, il y a 3 petites filles qui viennent de la rue Sergent de Breugne, de la rue Rossini aussi. Voilà, j'ai fait la rue du Chapeau. Donc ce sont des fillettes âgées de 20 mois à 12 ans. Elles sont d'origine polonaise, leurs parents sont arrivés dans le quartier dans les années 20. Elles sont nées en Belgique. Il y a également 2 petites Allemandes de 9 et 10 ans, 2 cousines. Margot, qui vit rue Rossini, dans le même immeuble que Myriam et Rachel. Et sa cousine, Clara, qui habite un peu plus loin, rue de la Seine. Elles sont arrivées en Belgique en 1939. Il y a donc 13 fillettes dans le couvent à ce moment-là. Donc ces fillettes ont été confiées à la mère supérieure par leurs parents. Donc ils sont venus soit chez la mère supérieure, soit chez l'abbé Breuilan, qui était le vicaire de la paroisse de Kuregem et qui a joué un rôle important. Il collaborait étroitement avec le CDJ. Il fournissait de faux certificats de baptême. Il accueillait des garçons juifs qui étaient de passage avant qu'on leur trouve une place plus sûre. Il a même loué une maison au coin de la rue de la Clinique et la rue de Mersmann pour y accueillir une dizaine de garçons juifs de manière permanente. Il sera plusieurs fois inquiété par la Gestapo, fera même quelques jours de prison. Donc c'est probablement par son intermédiaire que la mère supérieure a été mise en contact avec le CDJ, mais donc dans un second temps, après avoir hébergé les fillettes. Donc le CDJ, à mon avis, n'a pas dû faire la démarche d'aller lui demander d'accueillir des enfants juifs. C'est dans un second temps qu'elle intégrera l'organisation. D'ailleurs, explique Yvonne Jospa, donc une des dirigeantes de la section enfance du CDJ, Yvonne Jospa dit « Les religieuses n'avaient rien. Et on s'est adressé à Roger Van Prague, qui avait un poste au secours d'hiver, mais il travaillait pour nous. Il a amené là-bas des vivres, etc. Mais elle n'était pas du tout prête à recevoir des enfants. La mère supérieure a demandé ne fût-ce qu'une personne pour venir s'occuper de ses enfants. Et donc Yvonne Jospa envoie Gutki Stonicki, une jeune institutrice de 22 ans, à l'avenue Clémenceau pour venir s'occuper des fillettes qui étaient là, parce que les sœurs devaient continuer leurs activités de soins dans le quartier. Donc Gutki arrive au couvent et elle demande à la mère supérieure immédiatement de pouvoir avoir sa petite sœur Sarah auprès d'elle. Sarah est cachée à ce moment-là à l'orphelinat rationaliste à Forêt, mais ça ne se passe pas très bien. La mère supérieure est d'accord et elle envoie une religieuse chercher Sarah. Donc avec Sarah Stonicki, il y a 14 fillettes au couvent, plus Gutki qui est là pour s'occuper d'elle. Les enfants l'appelaient d'ailleurs Mademoiselle Renée, et elle explique « J'étais la grande sœur, la consolatrice. J'étais supposée apporter un semblant d'ordre et de normalité dans la vie de ces petites filles fortement désemparées. Je tâchais d'organiser des classes, les distraire. En même temps, c'était pour moi un abri. » Donc, comme je vous l'ai dit, le couvent intègre le réseau du CDJ et reçoit le numéro de code 412 dans les fameux carnets. La collaboration va au-delà des 14 fillettes qui y sont en permanence, puisque de nombreux enfants seront de passage au couvent avant d'être placés ailleurs. Ida Sterno visite souvent la mère supérieure, elle vient apporter des timbres, elle vient apporter de l'argent ou elle vient placer des enfants. Donc elle explique, Ida Sterno dit « Le couvent a reçu et abrité des dizaines d'enfants de passage, depuis de tout petits bébés jusqu'à des jeunes filles de 18 ans. On venait pour quelques jours en attendant de se cacher, on venait parce qu'il y avait danger dans un quartier donné, on venait dormir tout simplement. » Donc pour ces 14 fillettes, une vie va s'organiser au couvent. Tous les témoignages vont dans le sens d'un climat bienveillant à leur égard de la part des sœurs. La mère supérieure, que les enfants appellent d'ailleurs sœur-maman, est décrite comme très maternelle à leur égard. Certaines fillettes vont à l'école, en tout cas celles qui sont baptisées, sous une fausse identité évidemment. C'est le cas de Sarah Stonicki.
Et visiblement, elles vont à l'Institut Imelda qui se trouve chaussée d'Inove. Voilà. Mademoiselle Renée, donc oui, fait des activités avec celles qui ne vont pas à l'école. Dans la cour, entre les deux bâtiments, il y a des jeux qui sont installés pour les enfants. Elle participe aussi aux corvées du couvent, font la cuisine, etc. Et évidemment, il y a une bonne part, il y a beaucoup de temps qui est réservé aux prières. Elles vont quotidiennement à la chapelle. Elles font beaucoup de, voilà, dans les témoignages, ça revient beaucoup, cette place importante donnée aux prières. Et celles qui sont baptisées sortent même le dimanche du couvent pour aller à la messe. Donc dans le quartier, on n'ignorait pas leur présence, puisqu'on les voit aller à l'école, on les voit aller à la messe. Elles ne sont pas du tout dans un couvent de manière anonyme, puisque c'est un couvent où il n'y avait pas d'autres enfants, il n'y avait pas d'enfants auparavant, donc le quartier sait que ces enfants sont là. Et évidemment, ce n'était pas sans risque. Au printemps 1943, la mère supérieure parle d'un coup de fil hostile qu'elle aurait reçu. Yvonne Jospin, elle parle d'une lettre de dénonciation qui a été interceptée par la résistance au niveau des postiers. Donc dans ce climat de plus en plus inquiétant et menaçant, il y a une des mamans, la maman de Paulette, qui va même retirer sa fille du couvent et lui trouvera une place dans la province de Liège. Et en effet, peu de temps après, le 20 mai 1943, la Gestapo descend au couvent du Saint-Sauveur, et je vais vous lire comment la mère supérieure décrit l'événement. Le 20 mai 1943, entre 9 et 10 heures du matin, arriva chez nous la sinistre Gestapo. Je me trouvais dans mon bureau, malade encore et entourée des 4 petites, lorsqu'une sœur les introduisit. Ils étaient 3, un officier allemand, un interprète et le gros Jacques. Puis, voulant connaître le nom des enfants, ils me demandèrent les cartes de ravitaillement. Je n'en trouvais que 12. Je sortis du bureau pour prendre mes dispositions. Le gros Jacques me suivit. Il examina chaque enfant particulier, puis il dit « Ce sont bien des Juives ». Et en effet, c'est bien Ishek Glogowski, le gros Jacques, un des dénonciateurs juifs de la section juive de l'Asie Poesté, qui est là ce jour-là. Il accompagne Otto Siegburg, le chef de l'équipe d'arrestation. Ils travaillent souvent en binôme et sont accompagnés ce jour-là d'un collaborateur belge qui sert d'interprète. Le dessin qu'on voit est celui de l'artiste Jim Kaliski, qui a consacré une de ses pages de sa série de dessins à cet événement, à la descente de la Gestapo. Il est à noter que sa sœur, Ida, est au couvent. Alors, pourquoi la Gestapo descend-elle précisément ce jour-là? Le premier réflexe, c'est de se dire, ils viennent d'être informés qu'il y a des enfants juifs, on va aller les arrêter. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'ils étaient déjà au courant depuis un certain temps de la présence d'enfants là, parce qu'on a vu, elles n'étaient pas du tout cachées. Bon, il y a dû avoir, ils ont été informés par quelqu'un à un moment donné, il y a dû avoir dénonciation, mais pas forcément la veille. Parce que la veille, le 19 mai, Louis Rosenfeld, un des délégués de la JB, a une entrevue avec Fritz Hertmann, le chef de la section juive de l'Asie Poesté, donc le supérieur de Otto Siegburg. Et dans son journal, Louis Rosenfeld rapporte que ce jour-là, il lui a été signifié que le séjour illégal d'enfants juifs chez les Ariens ne peut plus être toléré davantage. Le lendemain, Otto Siegburg et le gros Jacques étaient au couvent de l'avenue Clémenceau. Réalisant que toutes les fillettes n'étaient pas présentes, puisque 3 manquaient étaient à l'école, et d'autre part qu'il faudrait revenir avec un camion, parce qu'ils n'attendaient pas à avoir autant d'enfants, ils décident de revenir le lendemain et menacent la mère supérieure de représailles s'il manque des enfants. Donc la Gestapo partie, Marie-Aurélie, la mère supérieure va prévenir Ida Sterno, va prévenir le CDJ, elle va prévenir son vicaire, l'abbé Breuilans, qui va se démener pour sauver les enfants. Il va aller rencontrer Maurice Hébert, on a vu le responsable de la section enfance du CDJ, mais qui est également au service social, à l'AJB, responsable du service social. Et Hébert va parvenir à faire intervenir Louis Rosenfeld auprès de Fritz Herrmann, mais il n'obtiendra rien d'autre, donc l'AJB négocie et n'obtient rien d'autre que la promesse que les enfants ne seraient pas déportés. La reine Elisabeth et le cardinal Van Roy, que l'abbé Breuilans avait parvenu à tenir informé, à mettre au courant, n'obtiennent rien de plus non plus.
Donc au couvent, après le passage de la Gestapo, évidemment, c'est l'angoisse, aussi bien chez les sœurs que chez les petites filles. Sarah Stonicki dit « La première chose que j'ai vue quand je suis rentrée de l'école est que tout le monde était en train de pleurer. La mère supérieure était hors d'elle-même. Elle portait le bébé et allait jusqu'à la chapelle pour implorer Marie de sauver les enfants. Les enfants pleuraient. Ils savaient qu'ils allaient être emmenés. » Gutki et sa petite sœur mettent au point un plan. Comme la Gestapo n'avait trouvé que 12 cartes de ravitaillement et que surtout Gutki était là sans carte de ravitaillement, elle était cachée quand la Gestapo est venue, ils ne savaient pas qu'elle était là. Donc les deux sœurs conviennent que Gutki va prendre la place de sa petite sœur, se faire passer pour elle, et comme ça, Sarah peut quitter le couvent dans l'après-midi, ce qu'elle fait. Deux autres fillettes vont aussi partir du couvent dans l'après-midi. Ce sont les deux petites cousines allemandes, Clara et Margot. Leurs mamans viendront les rechercher. Alors, est-ce qu'elles ont été prévenues, ces mamans, par la mère supérieure, parce que c'est peut-être pour elles deux qu'il n'y avait pas de carte de ravitaillement, ou est-ce qu'elles ont appris qu'il se passait quelque chose parce que dans le quartier, on était au courant de la descente de Gestapo? C'est pas très bien, quoi qu'il en soit. Elles quittent le couvent, elles deux aussi, en fin d'après-midi. Et en effet, tout le quartier était au courant de ce qui se passait. Marie-Aurélie explique « Pendant cette journée de souffrance, notre clergé, notre dévoué docteur, nos amis, même un agent de police du quartier vinrent nous rendre visite afin de soutenir notre souffrance. » Donc le soir arrive, il reste 10 fillettes au couvent, et voilà ce qui se passe. Là, je vais citer Gutki. « Nous étions dans notre dortoir qui donne sur la rue Sergent de Bruyne. Nous étions en train de pleurer, de prier, nous attendant au pire. C'était tard le soir, lorsque brusquement, à travers la porte du dortoir, presque défoncée, une voix nous annonça en yiddish « Kinder, wir sind Jiden, wir kommen euch retten. » Les enfants, nous sommes juifs, nous venons vous sauver. C'était la voix de Tobi Simberknopf. Alors, qui est Tobi Simberknopf? Donc on a vu que du côté du CDJ et de la résistance, on savait qu'il se passait quelque chose. Mais il y a un autre canal qui a été déterminant dans le sauvetage, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, Tobi Simberknopf, il travaille et il vit clandestinement, évidemment, avec un jeune juif, Bernard Fennerberg, qui a 17 ans et qui est aidé par l'abbé Breuland. Il vient notamment tous les jours prendre son repas à la maison du curé. Et donc ce jour-là, il apprend, lui aussi, qu'il se passe quelque chose, que la Gestapo est descendue avenue Clémenceau. Donc tous les deux, ils décident de prévenir Paul Alter. Donc Bernard Fennerberg sait que Tobi est en contact avec la résistance, et en particulier avec Paul Alter, qui est le commandant d'une compagnie de partisans armés du corps de Bruxelles. Ils vont trouver Paul, qui va décider, Paul Alter va décider, sans en référer à son commandant de corps ou à ses supérieurs, de monter une action. Il réunit autour de lui une petite équipe, donc Bernard, Tobi. Il va également demander à sa courrière, André Hermel, et au petit ami d'André Hermel, Floris de Smet, de se joindre à eux, tout comme Yankil Paranchevich, un jeune juif de 15 ans que le groupe surnomme Ketche, et qui d'ailleurs habite dans le quartier. Il habitait rue de l'Instruction, où sa maman avait une épicerie. Donc c'est un petit groupe de copains qui se connaissaient d'avant-guerre, qui fréquentaient les Faucons Rouges, donc le mouvement de jeunesse du Parti socialiste. Il était noté que beaucoup de résistants ont fréquenté ce mouvement de jeunesse. Donc dans la soirée, Paul Alter envoie dans un premier temps André Hermel et Floris de Smet pour discuter avec la mère supérieure, qui est très méfiante. L'abbé Breuland est appelé en renfort. Apparemment, la discussion est quand même animée, la mère supérieure ayant peur des représailles. Et comme l'heure avançait, raconte Paul Alter, l'heure avançait, et à 10h moins le quart, j'ai dit « Maintenant, on ne peut plus attendre, il va y avoir le couvre-feu, il faut qu'on agisse. » Alors on est entré de force, revolver au poing. Finalement, ils conviennent avec la mère supérieure de simuler un rap des enfants. Les résistants saccagent son bureau, enferment à clé les religieuses dans le bureau et leur demandent bien d'attendre avant d'appeler les secours et quittent le couvent avec les enfants par la rue Sergent de Bruyne. Et en effet, une heure plus tard, la police est appelée, est informée, le voisin du couvent
c'est un café qui est juste à côté, a entendu les appels au secours des sœurs et il appelle la police. Alors j'ai retrouvé le rapport de police. Je ne vais peut-être pas tout lire ici, mais juste un passage ou deux. Nous parvenons à libérer les sœurs de la communauté enfermées dans le bureau du rez-de-chaussée. La Gestapo aurait procédé à un recensement de 12 enfants de nationalité juive qui s'y trouvaient. 4 de ces enfants occupaient la chambre du premier étage du bâtiment de devant, 8 autres la chambre dortoir située au 2e étage du bâtiment arrière donnant sur la rue Sergent-de-Brun. Nous constatons que les 2 chambres sont vides de leurs occupants, lesquels ont été enlevés et emmenés par les individus qui se sont ensuite enfuis par derrière. À l'exception de la plus petite, Myriam, qui a 20 mois, qui pleure tellement qu'on la sépare des autres, c'est André Hermen qui va l'emmener, pour ne pas attirer l'attention sur ce groupe. Elle va l'emmener pour la nuit chez sa maman. Le reste du groupe est emmené par les résistants jusqu'à l'appartement laissé à l'abandon des parents de Bernard Federberg dans les Marolles, rue de Terre-Neuve. C'est là que les enfants passeront la nuit. Le lendemain matin, la Gestapo, qui a été avertie par la police dans la nuit, procède à un interrogatoire poussé de la mère supérieure, mais sans conséquence pour elle. Par contre, le lendemain matin, avant ça, à l'aube, la Gestapo est est venue arrêter Maurice Hébert et sa femme, Esta Hébert, qui soupçonnent d'avoir organisé cet enlèvement. Maurice Hébert, qui est donc aussi à l'AJB, était déjà soupçonné depuis un certain temps par la ZIPO-SD d'avoir des liens avec la résistance. Donc Maurice Hébert va avouer pour le rap, mais sans avouer tout le reste, l'existence du CDJ. Donc la Gestapo ne se rend pas compte qu'ils ont une bonne prise. Ils vont se contenter de l'envoyer. Enfin, il va être envoyé à Dossin avec sa femme, mais ils ne vont pas être déportés. Voilà ce que dit Maurice Hébert. Sur le fait qu'il a avoué facilement, il dit « Si la Gestapo ne trouvait pas immédiatement son coupable, elle ferait de cette affaire une question d'honneur. La fouille systématique des institutions pour enfants et ses conséquences seraient catastrophiques. » Fritz Hermann convoque le même jour le responsable de l'AJB, un des responsables, Salomon Vandenberg, qui écrit dans son journal qu'il était fou furieux. Il écrit aussi que, ce jour-là, il semble donc que la guerre contre les enfants ait commencé. 3 semaines plus tard, il descendait au pensionnat Gatti de Gamon, dont Frédéric d'Ambreville vous parlera par après. Pendant ce temps, André Guelen et Ida Sterneau prennent en charge les fillettes. Toutes vont être replacées par le CDJ, soit dans des institutions religieuses, soit chez des particuliers, avec plus ou moins de bonheur. Ça ne se passera pas toujours très bien. Je n'ai pas le temps, malheureusement ici, d'évoquer tous les parcours. Je peux juste vous préciser que Gutki et Sarah Stolnicki sont placés au couvent des Sœurs de la Sagesse à Durbuy, où Gutki aura le même rôle de s'occuper des plus jeunes. La petite Myriam, elle, restera chez la maman d'André Hermel jusqu'à la fin de la guerre et même bien au-delà. Et André Hermel et Floris de Smet continueront à veiller sur elle. Sa grande sœur Rachel, après un premier foyer où elle a été très malheureuse, a finalement été placée à la Louvière, où elle restera aussi jusqu'à la fin de la guerre. Donc, toutes ont survécu à la guerre, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut parler d'une histoire qui n'est que heureuse, parce que ça a été des moments compliqués pour elles, et surtout, un certain nombre d'entre elles sont orphelines d'un ou des 2 parents. Par exemple, les 4 sœurs qu'on voit, ont perdu leur maman qui a été arrêtée et déportée quelques jours seulement après avoir placé ses enfants. Et puis, par contre, voilà, il y a les 2 petites cousines allemandes, Margot et Clara, qui, elles, ont retrouvé leurs parents à la fin de la guerre. Quant au groupe qui a mené cette action, Paul Alter, Yankil Parancevich et André Hermel vont être arrêtés et déportés. Paul Alter et Yankil Parancevich à Auschwitz, André Hermel dans différents camps en Allemagne et puis finalement à Ravensbrück. Ils survivront à leur déportation. Bernard Fennerberg et Toby Simberknoff continueront les activités dans la résistance sans se faire arrêter, de même que Floris de Smet, mais qui sera blessé au cours d'une action et qui terminera la guerre en France.
Je voulais terminer avec une image un peu anecdotique. C'est la clé du bureau du couvent, du bureau de la mère supérieure. Cette clé est détenue par Myriam Friedland, la petite Mimi, qui est donc restée en contact avec André Hermel jusqu'à son décès en 1995. Et elle lui a confié la clé avec laquelle elle a enfermé les sœurs le 20 mai 1943. La photo provient de l'interview que Myriam Friedland a donnée pour la fondation Spielberg, la Shoah Foundation, dans les années 90. Voilà, j'ai essayé dans un bref laps de temps de vous expliquer un petit peu cet épisode, qui pour moi n'est pas un épisode isolé. Il s'inscrit vraiment dans une chronologie de cette guerre faite aux enfants, et il implique des acteurs importants du CDJ. Concernant la plaque, voilà, la formulation n'est plus tout à fait correcte si on parle de 14 enfants juifs qui ont été sauvés. Comme j'ai expliqué, au moment du sauvetage, en fait, elles étaient 10. Moi, j'ai un petit problème aussi avec la première phrase, et c'est invisibilisation des religieuses. Je trouve ça un peu dommage voilà, que le couvent soit présenté de manière un peu abstraite comme ça. Le couvent a été témoin, non, c'est les religieuses qui étaient dans le couvent. Voilà, je vous remercie pour votre attention.